En 2015, d'importants gisements de pétrole ont été découverts sur le plateau continental du Guyana, un petit pays limitrophe du Venezuela. Selon les premières estimations, le volume des ressources s'élève à environ 13 milliards de barils, ce qui est comparable aux réserves de l'Azerbaïdjan. Les géants étrangers de l'énergie ont vite exploité les gisements pétroliers offshore du pays. Des parts clés dans les projets ont été attribuées à l'américaine ExxonMobil, à la française Total et à la chinoise Sinovac. Une pluie d'argent s'est abattue sur ce pays de seulement un peu plus de 800 000 habitants. L'un des pays les plus pauvres du monde a soudainement affiché la croissance du produit intérieur brut la plus rapide de la planète. 43% rien qu'en 2024. Le produit intérieur brut par habitant a atteint 31 000 $ en 6 ans, dépassant la Pologne et le Koweït, égalant le Portugal. Mais, comme certains d'entre vous le savent, si vous avez un voisin pourri, il ne vous laissera pas vivre tranquillement. Le Venezuela possède des réserves de pétrole qui dépassent exactement 23 fois celles du Guyana. Mais dès que Nicolás Maduro apprend qu'on a trouvé de l'or noir dans le pays voisin, il se rappelle aussitôt que Bogdan Khmelnytsky a signé avec Rjurik. Je vous prie de m'excuser. Il se souvient que les Britanniques ont mal délimité la frontière ici. En 2023, Nicolás Maduro lance un référendum demandant aux Vénézuéliens s'ils souhaitent le retour de l'Essequibo sous l'autorité de Caracas. Cette région couvre plus de la moitié du Guyana, incluant la plateforme pétrolière maritime, et les Vénézuéliens la soutiennent. En 2024, Maduro annonce la création de l'État de Guyana Essequibo et nomme même un gouverneur pour celui-ci. Et ce n'est pas tout. Caracas construit plusieurs bases militaires à la frontière avec le Guyana et commence progressivement à rassembler des troupes à la frontière. En 2025, les premiers affrontements éclatent. Le 1er mars, un navire de guerre vénézuélien entre dans les eaux du Guyana et effectue des manœuvres près de la plateforme d'ExxonMobil, blessant 6 soldats guyaniens. On peut aisément imaginer l'issue si, fin mars, Marco Rubio n'était pas venu à Georgetown, capitale du Guyana, avec ce message « Nous vous aiderons à défendre votre intégrité territoriale ». Vous connaissez la suite. Trump accuse le Venezuela de trafic de drogue vers l'Amérique et ordonne de couler les bateaux suspects dans les eaux territoriales. La vraie raison du déploiement de la marine américaine aux frontières de la République bolivarienne et de l'opération Lance du Sud n'était pas le trafic de drogue. Ce n'était même pas lié au Guyana ou à la menace sur son pétrole. Les États-Unis se sont soudainement rappelé leur rôle de gendarme du monde. Et, je l'avoue, j'en suis sincèrement heureux. Nous étudions toutes les options. Je pense qu'une opération terrestre sera la prochaine étape. Je pense qu'obtenir l'autorisation du Congrès ne posera pas problème. Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'une déclaration formelle de guerre soit nécessaire. Nous pouvons simplement tuer les personnes qui participent à l'acheminement de drogue dans notre pays. D'accord ? On les élimine tous jusqu'à la mort. Bien sûr, les aides-salauds qui regardent mes vidéos vont sûrement se dépêcher de laisser un commentaire sarcastique. Je me réjouis de la préparation d'une opération contre le régime de Maduro tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ajouteront forcément leur phrase préférée. Ah, ça c'est différent. On parlera plus tard de ce même ignoble et complètement mensonger, c'est différent. Pour l'instant, il est important de noter ce qui suit. L'administration de Donald Trump essaie réellement de rétablir le statu quo en Amérique du Sud, qui est, comme on dit, sa sphère d'influence. Bien que la vidéo traite surtout de la perte des marchés pétroliers russes, une opération spéciale contre Maduro reste cruciale pour notre région et pour Trump, mais pas parce que le pétrole vénézuélien inonderait le marché après la chute du régime. Si cela avait été l'objectif, Trump aurait accepté la proposition de Nicolás Maduro d'ouvrir aux entreprises américaines les plus grands gisements pétroliers du pays. C'est pour ceux qui croient que les États-Unis ciblent les ressources de cette république. Non, l'affrontement avec le Venezuela est avant tout politique. Trump, de son propre chef ou conseillé par l'aile dure de son administration, tente de faire pression sur Caracas et envoie surtout un message aux adversaires des États-Unis, notamment la Chine. Le message est assez facile à comprendre. L'Amérique n'acceptera pas dans son hémisphère des régimes autoritaires pro-chinois ou pro-russes, déstabilisant et menaçant les investissements américains. Dans la déclaration du ministre de la Guerre Pete Hegseth, cela a été presque explicitement dit. Et dans ce contexte, la réaction de la Chine et de la Russie à la situation dans la mer des Caraïbes est intéressante. Pékin officiel bien sûr s'oppose aux opérations excessives des États-Unis contre la flotte d'un État souverain. Ce que sont exactement des opérations excessives, il est difficile de le dire. Mais en tant que principal fournisseur d'armes du Venezuela, la Chine a vendu à ce pays des missiles anti-navires C-802A d'une portée de 180 km. Selon certaines sources, la Chine a aidé Maduro à renforcer la défense aérienne du pays en fournissant des radars récents comme le Jiwing 27A à réseau phasé actif
capable de détecter des avions furtifs ainsi que des radars d'alerte précoce pour les cibles à basse altitude, notamment les missiles de croisière. Mais voici ce qui est intéressant. Après 2023, la Chine refuse brusquement d'exporter des armes vers le Venezuela, juste après que Maduro a commencé à préparer l'invasion du Guyana. Cette décision montrait clairement que les possibilités géopolitiques de Pékin étaient extrêmement limitées. Il comprend que les États-Unis pourraient voir la hausse des livraisons comme une agression. Pourtant, Maduro, devant la menace, a demandé cette année leur reprise. Alors que les forces américaines se renforcent dans la Caraïbe, Nicolás Maduro sollicite la Russie, la Chine et l'Iran pour renforcer son armée affaiblie et obtenir de l'aide pour radars, avions et peut-être des missiles. Oui, si Pékin, avec toutes ses capacités, n'a pas répondu à l'appel de Caracas, Poutine, lui, comptant entraîner les États-Unis dans une confrontation sanglante avec le Venezuela, s'est immédiatement mis à livrer des armes à la République bolivarienne. Des systèmes de défense Pantsir et Buk-M2 ont été livrés. Le contenu du second transport Il-76 reste inconnu. Moscou a toutefois évoqué la livraison possible de missiles d'attaque, probablement anti-navires. Washington, bien sûr, remarque toutes ces livraisons et exprime même une vive préoccupation, mais pour l'instant, aucune mesure de rétorsion n'a été prise. On espère que c'est temporaire. 2 systèmes de défense anti-aérienne ne menacent pas sérieusement la flotte américaine. Cela signifie donc que Trump peut continuer à exercer des pressions, d'autant plus que, dans l'ensemble, l'opération militaire Sud, l'épée, a déjà commencé. Mais il est encore difficile de dire comment elle se terminera. La presse rapporte des rumeurs selon lesquelles Maduro serait prêt à quitter son poste en échange d'une amnistie totale. Pourtant, la mobilisation annoncée la semaine dernière contraste avec les rumeurs de démission de Maduro dans la presse. Le dictateur vénézuélien peut espérer surmonter la menace, car le groupe de frappe américain ne prévoit apparemment pas d'opération terrestre. Près des côtes du Venezuela se trouve le porte-avions Gerald Ford avec 75 avions, 3 destroyers Harley Burke, 3 navires de débarquement et un sous-marin. De plus, 10 chasseurs F-35, 3 bombardiers B-1 lancés et un nombre non précisé de drones MQ-9 Reaper ont été transférés sur la base aérienne de Porto Rico. Le nombre total de militaires impliqués s'élève à environ 10 000 personnes. La flottille au large du Venezuela peut lancer d'une seule salve environ 90 à 160 missiles de croisière Tomahawk. En général, les forces sont importantes, mais insuffisantes pour une opération terrestre. Le Venezuela mène de vastes exercices militaires. Selon les informations, leur objectif est d'améliorer la capacité de défense du pays et de renforcer la protection de son espace aérien contre une éventuelle agression étrangère. Environ 200 000 militaires des forces armées, des miliciens et des policiers participent à ces manœuvres. Des personnalités publiques liées au gouvernement de Nicolás Maduro participent également à ces exercices. Oui, bien sûr, la haute direction du Venezuela, dans le contexte de l'opération spéciale annoncée Lance du Sud, continue de se préparer à une possible escalade et organise des exercices à grande échelle. L'accent est mis sur la défense anti-aérienne, car à Caracas, on sait que Trump ordonnera d'abord une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la République. Comme je l'ai dit, une opération terrestre des forces américaines est peu probable. Le navire Motor Vessel Ocean Trader, navire fantôme des forces spéciales américaines aperçu près du Venezuela, suggère qu'un jour la présence américaine pourrait se manifester sur le sol vénézuélien. On suppose donc que le ministère de la Guerre fait ce calcul. D'abord frapper avec des missiles Tomahawk les centres de commandement et systèmes anti-aériens, puis instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Venezuela. Ensuite, déployer les forces spéciales pour arrêter Nicolás Maduro en misant sur le chaos et le mécontentement des élites politiques causés par ces actions. D'autant que les États-Unis ont déjà essayé de capturer le président du Venezuela. En 2020, pendant le premier mandat de Trump, 60 Vénézuéliens supervisés par les bérets verts ont tenté de capturer ou tuer Nicolás Maduro. Dès le début, l'opération n'a pas suivi le plan. Des forces spéciales américaines ont été capturées et condamnées à 20 ans de prison au Venezuela. La deuxième tentative de Donald Trump réussira-t-elle? Difficile à dire, mais nous espérons le meilleur. Tous les militaires du monde redoutent à la puissance de l'Igla-S et nous avons pas moins de 5000 de ces missiles antiaériens. Ceux qui n'ont pas compris comprendront. Et ce sont des dispositifs de simulation. Alors maintenant, 2 questions se posent. Premièrement, en quoi cela nous concerne-t-il, ce qui se passe à l'autre bout du monde? Comme je l'ai déjà dit, il est peu probable que Washington veuille mettre le pétrole vénézuélien sur le marché. Et il faut aussi prendre en compte que
Quoi qu'il arrive, la reprise de la production pétrolière dans le pays prendra plus d'une année, parce que toute l'industrie pétrolière du Venezuela est en grave déclin. Mais ici, c'est différent. En géopolitique, les lois de la nature existent toujours. Hélas, elles existent toujours. Une démonstration de force réussie des États-Unis n'est pas qu'une intimidation, mais un message à tous les acteurs. Il faut encore compter avec l'Amérique. Et à cet égard, Trump, que vous savez que j'aime critiquer, pourrait s'avérer être une personnalité capable de rétablir non seulement l'autorité de son pays, mais aussi le statu quo, où les États-Unis jouent le rôle d'arbitre dans les relations internationales et sont prêts à utiliser la force contre ceux qui enfreignent les principes mêmes de ces relations. Or, ce sont justement les méthodes agressives de Donald qui ont porté leurs fruits. Le 47e président des États-Unis a contraint l'Inde, malgré elle, à diminuer ses achats de pétrole russe. À notre connaissance, les principales raffineries indiennes n'ont pas commandé d'Ural pour décembre. L'Arabie Saoudite, voyant ces actions de Donnie, commence immédiatement à casser les prix de sa principale marchandise et propose des remises sur le pétrole extrait. Et la Chine, qui reste quoi qu'on en dise une économie de marché, commence à réduire ses importations d'or noir en provenance de Russie, en se tournant vers les livraisons d'hydrocarbures du Golfe Persique. Bien sûr, cela ne signifie pas que New Delhi et Pékin vont complètement renoncer au pétrole russe dès demain. Se fier à cela alors que la Russie emploie des pétroliers fantômes serait stupide. Mais, d'une manière ou d'une autre, cela crée des coûts pour Moscou, ce qui signifie que Poutine aura tout simplement moins d'argent. Et c'est une bonne chose, vous en conviendrez. De plus, le fait que le dictateur du Kremlin ait soudainement annoncé une visite en Inde pour la première fois depuis 2021 indique clairement que la situation devient difficile. Mais si Trump résout bientôt le problème avec Maduro, cela ne fera que renforcer son influence. Cela affaiblira sans doute l'autorité de Pékin et Moscou, alliés du régime autoritaire au Venezuela. Alors, croisons les doigts pour le vieux Donnie et espérons que lors de la préparation de l'opération Sudlam, en Venezuela même, ils ont posé les bases politiques pour un retour rapide à une vie normale après la chute de Maduro. D'autant plus que Maria Corina Machado, femme politique vénézuélienne et prix Nobel de la paix, jouit d'un large soutien dans la République bolivarienne. L'essentiel, c'est que Trump ne recule pas, sinon cela porterait sans doute un coup sérieux à l'autorité des États-Unis, comme on dit selon les lois de la jungle. Voici la deuxième question des représentants de la communauté Z. Quels sont mes doubles standards ? En quoi les États-Unis sont-ils meilleurs que la Russie si Washington envisage une opération militaire au Venezuela et que je la soutiens ? Permettez-moi de répondre par un rappel historique. Ce ne sera pas très long. Voici des images d'une réunion d'urgence des parlementaires iraniens où Saddam Hussein, nouvellement au pouvoir, lit les noms des députés à faire sortir. Comme vous l'imaginez, ces politiciens déloyaux envers Saddam n'ont jamais été revus. Ainsi débuta l'une des dictatures les plus terribles du Moyen-Orient. Saddam Hussein a instauré un régime ayant commis un génocide contre sa population. Lors de l'opération Anfal, l'armée de Saddam a tué jusqu'à 182 000 Kurdes iraniens. 700 000 membres de ce peuple seront placés dans des camps de concentration. Lors de l'opération Anfal, les forces de Hussein utiliseront des agents toxiques comme le sarin, le tabun et le VX contre leurs propres concitoyens. En fait, comme pendant la guerre Iran-Irak, Hussein donnera personnellement l'ordre d'utiliser des agents toxiques. Cela se finira par l'invasion du Koweït, d'où l'armée de Saddam sera expulsée par la coalition menée par les États-Unis en 1991. Durant les 12 années suivantes, le dictateur irakien développera son culte de la personnalité, réprimera la dissidence, poursuivra le génocide des Kurdes et chiites et attaquera régulièrement les avions britanniques et américains au-dessus du Kurdistan irakien. En 1998, il expulse tous les observateurs de l'Organisation des Nations Unies chargés de la non-prolifération des armes chimiques, un signal d'alarme très inquiétant. Et ensuite, vous connaissez la suite. Oui. Quand les Aide-Morveux justifient l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils mentionnent souvent l'invasion de l'Irak par les États-Unis et ironisent « vous ne comprenez pas, c'est différent ». En général, j'estime que l'utilisation de ce mème est très souvent inappropriée parce qu'en réalité,
tout s'apprend par la comparaison. Et l'invasion de l'Irak, contrairement à l'invasion de l'Ukraine, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Plus haut, j'ai expliqué très superficiellement en quoi consiste la différence. Et la tentative d'écarter le dictateur Maduro, un homme qui a mené l'un des pays les plus riches en pétrole à une crise de plusieurs années, qui a complètement usurpé le pouvoir, tué et torturé plus de 300 opposants, détruit toute forme d'élection et se préparer à envahir un État voisin, c'est aussi autre chose. Mais je n'essaie pas une fois de plus de dénoncer la propagande russe. Plutôt, je voulais vous rappeler que le monde est tout simplement devenu plus sûr après l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Et pas seulement parce qu'un des régimes les plus cruels de la planète est tombé, mais aussi parce que les États-Unis ont démontré qu'ils possèdent une telle puissance qu'ils ont pu anéantir la plus grande armée du Moyen-Orient en 20 jours. Beaucoup s'opposaient à l'intervention, condamnaient les États-Unis, et il y avait des raisons évidentes. Mais voilà, 22 ans plus tard, notre planète est au bord de la Troisième Guerre mondiale et la rhétorique nucléaire est devenue si courante chez certains dirigeants mondiaux que plus personne n'y prête attention. Tout cela résulte du fait que les États-Unis, comme beaucoup le voulaient, se sont retirés de leur rôle de leader mondial et ont progressivement perdu leur supériorité militaire et politique. Bien sûr, cela peut en réjouir certains, mais cela pourrait se terminer dans un bain de sang, même s'il y a de l'espoir. C'est pourquoi j'espère qu'une opération réussie contre un dictateur devenu fou qui préparait un plan d'occupation d'un pays voisin pourra au moins effrayer un peu les mêmes salauds dérangés que Maduro lui-même. Mais seul le temps le dira.